Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2021, en souhaitant non pas que nous revenions à l'état soi-disant idyllique d'avant la pandémie, mais que nous soyons en mesure de construire un monde meilleur, solidaire et égalitaire, qui ne nous mènera plus à la catastrophe, cette catastrophe étant la conséquence des errements de ce monde précédent. Alors, nous allons aborder cette année comme intermédiaire entre Galilée et Newton, que nous commencerons à étudier la prochaine fois. Nous allons donc étudier un personnage beaucoup moins connu que les deux précédents, mais qui a joué, à mon avis, un très grand rôle dans le développement de la science et de la révolution scientifique au XVIIe siècle. Alors, ce personnage, vous avez son portrait. Alors, la prononciation réelle de son nom est en hollandais est Huygens, mais je l'appellerai, comme on dit en France, Christian Huygens. Alors, il est né à La Haye, aux Provinces-Unies, en 1629, dans une famille très riche. Et en fait, il va passer sa vie dans une carrière politique d'ambassadeur en grande partie, mais tout en menant en parallèle une carrière scientifique importante. Ses parents, son père en tout cas, était un ami de Descartes. Entre 1666 et 1680, il séjourne à Paris, où il a été invité par Louis XIV et Colbert, pour en fait participer à la création de la nouvelle Académie des sciences. Ses œuvres fondamentales, ses œuvres principales sont en 1673 Horologium Oscillatorium, qui est une œuvre très importante qui contient beaucoup de choses, dont la mise au point de l'horloge à pendule, la chute des corps, un travail sur la chute des corps, sur le pendule, la cycloïde et la force centrifuge et centripète. On va y revenir en détail après. En 1679, les règles du mouvement dans la rencontre des corps, c'est-à-dire la théorie des chocs, dans laquelle il conteste Descartes, dans laquelle il conteste la théorie des chocs de Descartes. En fait, il est quand même extrêmement influencé par Descartes, ce qui va en particulier l'empêcher d'appréhender correctement la gravitation qui est proposée à cette époque-là par Newton. Enfin, un traité de la lumière, avec la notion d'onde enveloppe, qui est aussi très important pour le développement de l'optique. Dans sa vie, il a été proche de Spinoza, le philosophe Spinoza, qui vivait aux Provinces-Unies lui aussi. Et en fait, il a aussi enseigné les mathématiques au philosophe et mathématicien Leibniz, dont j'ai déjà parlé il y a 2 ou 3 ans, comme l'un des inventeurs des mathématiques infinitésimales du XVIIe siècle avec Newton, et donc j'en reparlerai à propos de Newton dans la suite. Ce que va faire Huygens, c'est donc étendre et compléter les travaux de Descartes et de Galilée pour fonder une science générale du mouvement. Et on verra à la fin que non seulement Huygens, contemporain de Newton, est aussi, on va dire, participe lui aussi au fondement de la révolution scientifique newtonienne, mais va aussi être, dans un de ses travaux, un préfigurateur des mathématiques du XVIIIe siècle. Et de ce qu'on appelle la mécanique analytique et le calcul des variations avec Euler et Lagrange, dont nous parlerons bien sûr après Newton. Alors, en réalité, dans son livre sur les horloges, qui comprend plusieurs parties, il va d'abord essayer de formaliser la mécanique un peu sur le modèle euclidien,
en partant d'hypothèses qui seraient en fait les axiomes de la mécanique, des axiomes du mouvement, en fait, de la théorie du mouvement. Alors, donc, ce que j'appelle et reconstruire toute la théorie de la chute des graves, c'est-à-dire la chute des corps. Alors la chute des corps étant prise, comme nous l'avons vu la dernière fois, soit à la chute verticale, soit la chute sur un plan incliné, sur laquelle je vais revenir après, soit le fait de lancer un objet et d'obtenir une trajectoire parabolique. Alors il va fonder sa théorie sur 3 hypothèses. Alors hypothèse 1, c'est si la gravité n'existait pas et qu'aucune résistance de l'air ne s'opposait au mouvement des corps, chacun d'eux continuerait son mouvement avec une vitesse uniforme en suivant une ligne droite. En fait, c'est un énoncé qui est équivalent à la loi d'inertie. Deuxième hypothèse, mais maintenant, il arrive par l'action de la gravité, donc qui agit en plus du mouvement uniforme dont il part dans l'hypothèse 1, il arrive par l'action de la gravité, de quelque cause qu'elle provienne, que les corps se meuvent d'un mouvement composé de leur mouvement uniforme dans une direction quelconque et de celui de haut en bas qui est dû à la gravité. Donc là, il essaye de formaliser la composition de 2 mouvements. On avait un petit peu parlé dans les dernières diapositives de la dernière vidéo, en parlant de la parabole par rapport aux travaux de Galilée. On va y revenir à travers le schéma qui est à gauche, que je vais expliquer ensuite. Ce schéma qui, en fait, illustre l'hypothèse 3. On peut considérer ces 2 mouvements séparément, et l'un n'est pas empêché par l'autre. Alors ça, c'est important. Il considère que le mouvement est la résultante de 2 mouvements, l'un uniforme rectiligne, l'autre uniforme accéléré, c'est-à-dire l'autre étant dû à la gravitation. Et il considère que ces 2 mouvements n'ont pas d'influence l'un sur l'autre, dans le sens où ils sont chacun indépendants l'un de l'autre. Supposons qu'un corps pesant, C, donc C, il est ici, partant du repos, parcourt en un certain temps F, alors F c'est le temps, c'est une notation un peu bizarre, grâce à la force de la gravité, un espace CB. Donc on suppose que le corps qui est en C, s'il était soumis seulement à la gravité, il parcourrait la distance CB pendant l'intervalle de temps considéré. Supposons de plus que ce même corps pesant ait reçu d'ailleurs un mouvement par lequel, s'il n'y avait aucune gravité, donc indépendamment, il parcourrait pendant le temps F un mouvement uniforme, la ligne CD. Donc on suppose maintenant que s'il partait de C à nouveau et qu'il était animé seulement d'un mouvement uniforme, il parcourrait CD, toujours dans cette direction-là. La force de gravité s'y ajoutant, le corps pesant ne parviendra pas de C en D, dans le temps F, mais en un certain point E, situé verticalement au-dessous de D, de la sorte que l'espace DE est toujours égal à l'espace CB. Bon, en résumé, ça veut dire que si le corps qui part de C, avec une vitesse nulle, on va dire, est animé de 2 mouvements indépendants, l'un dû à la gravitation pendant un temps T, on va dire, ou F, selon Huygens, il parcourt CB. Maintenant, indépendamment, s'il partait de C et que pendant le même temps, il parcourt avec un mouvement uniforme la distance CD. Alors, la résultante, on dirait actuellement, serait que le résultat, donc, serait qu'il aura parcouru pendant le temps T, en fait, la distance CB plus CD, c'est-à-dire CD plus, alors CB est égal à DE ici, donc CD plus DE, c'est-à-dire CE. Donc finalement, l'objet aura parcouru pendant le temps T la longueur CE sous l'action des 2 mouvements indépendants. Alors ce qu'il fait dans le reste des hypothèses, que je continue à lire et je reviendrai au schéma après, en effet, de cette façon, le mouvement uniforme et celui qui provient de la gravité auront chacun leur part, l'un n'empêchant pas l'autre.
Quant à la ligne que le corps parcourt de ce mouvement composé, lorsque la direction du mouvement uniforme n'est pas verticale mais oblique, la nature apparaîtra par nos considérations, la nature de cette ligne apparaîtra par nos considérations ultérieures. Mais lorsque le mouvement uniforme CD a lieu de haut en bas suivant une verticale, il est clair que la ligne CD est augmentée d'une droite DE par l'effet de la gravité. De même, lorsque le mouvement uniforme CD est dirigé de bas en haut, il est évident que la même longueur CD est diminuée de la longueur DE, de sorte qu'après le temps, F, le corps se trouve toujours au point E. Que si, dans l'un et l'autre cas, nous considérons séparément les deux mouvements en admettant que nous l'avons dit que l'un n'est nullement empêché par l'autre, il nous sera possible d'en déduire la cause et les lois de l'accélération des corps pesants. Alors je reviens au schéma. Dans ce schéma, on vient de voir ce qu'il expliquait dans le cas où, on l'a vu, la gravité, c'était CB, le petit segment CB. Le mouvement uniforme, c'était CD, ici, et donc on ajoute les deux segments pour avoir CE. Maintenant, ce qu'il dit dans la deuxième partie, c'est que si on considère un mouvement qui va vers le haut, toujours avec la gravité CB, mais un mouvement uniforme CD qui cette fois-ci est vers le haut, eh bien le corps va parcourir CE, qui est maintenant la différence entre les deux parcours précédents. Donc CE, c'est ceci. Mais de plus, ce qui est sous-entendu dans l'hypothèse 3, c'est que ceci s'applique dans des mouvements dans lesquels CB et CD ne sont plus dans le prolongement l'un de l'autre. Alors CB, on considérera toujours que c'est ceci, c'est le corps qui tombe, enfin c'est le corps animé de la vitesse en chute libre pendant un temps t. Mais maintenant, si je considère que CD, c'est le mouvement uniforme qui lui est au même moment en C qui lui est associé, CD. Donc maintenant, si je prends ce dessin ici, j'ai CB lié à la chute des corps, CD, un mouvement uniforme qui est communiqué au départ, et ce qui se passe, c'est que le mouvement suivi par l'objet va être cette courbe, dont il dit qu'on trouvera plus tard la nature. Il s'agit d'une parabole, on l'a vu un peu précédemment. Et donc, CB plus CD, ça va donner ce mouvement-là, étant donné que CB ici est reporté en DE, donc le corps va parcourir la courbe CE. De même qu'il parcourait ici CE vers le bas, et là CE vers le haut. Même chose pour toutes les autres courbes. Et ici, on suppose qu'on a toujours CB comme loi de la chute des corps, CD comme mouvement uniforme, on reporte CB ici, on obtient une courbe parabolique qui serait la composée, qui serait le résultat de la composée des deux mouvements. Alors vous pouvez regarder l'ensemble des cas, ici avec des cas un peu extrêmes en bas et en haut, on a toujours la même construction. Il faut remarquer que dans le vocabulaire de Huygens, il n'est pas très clair la distinction. Ce que représente CB, CD, ce sont effectivement des distances parcourues indépendamment l'une de l'autre par le mobile dans chacun des deux cas, mais il y a pas une confusion, disons qu'il n'y a pas à cette époque un vocabulaire fixé qui séparerait les notions de vitesse, de mouvement et de force. En tout cas, dans ce schéma-là, ça n'est pas clair. Ce que représente exactement, par exemple, CE. Bon, alors ceci va être justement le fait de pouvoir fixer de manière très précise les différences entre vitesse, accélération, mouvement, force, déplacement, ça va être en fait le travail de Newton dans la suite. Alors, passons maintenant, alors ceci, donc ce qui précédait, c'était une présentation axiomatique des lois des mouvements, telles qu'elle était entreprise par Huygens. Nous allons maintenant nous intéresser à d'autres travaux de Huygens qui sont novateurs, soit comme continuation de travaux précédents, soit comme effectivement présentant de nouveaux concepts. Alors, le premier concept que je vais présenter, je ne vais pas tous les présenter parce que
Il a énormément fourni d'outils, Huygens, dans sa vie scientifique. Et nous aurons l'occasion d'y revenir d'ailleurs quand nous parlerons de Newton et puis ensuite quand nous parlerons du XVIIIe siècle et de l'ère Lagrange. Donc je vais parler de l'accélération centripète. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer une animation, donc une construction géométrique avec GeoGebra sur le mouvement circulaire. Alors, il est bien évident que... Alors, je l'ai ouvert plusieurs fois, excusez-moi. Il est bien évident que le mouvement circulaire était étudié avant Huygens. Encore que chez Galilée, il s'agissait surtout de mouvements rectilignes. La composition de mouvements rectilignes donnant des paraboles et pas des cercles. Galilée s'est bien entendu aussi intéressé au mouvement circulaire. Donc, nous allons voir comment Huygens analyse le mouvement circulaire uniforme. Uniforme, ça signifie que la vitesse de rotation, alors c'est le cas par exemple d'une fronde, où on a par exemple un objet M qui est accroché par une corde autour d'un point O et que l'on fait tourner. On suppose que la vitesse est constante. Alors je vais revenir sur ce terme après. Mais ça peut être aussi le cas de la rotation des planètes lorsqu'on considère que cette rotation se fait par approximation sur un cercle. Sur les ellipses très aplaties qui sont par exemple la trajectoire de la Terre autour du Soleil, mais qu'on considérait comme un cercle. Donc le problème, c'est d'analyser ce mouvement circulaire uniforme. J'ai dit que uniforme signifiait à vitesse constante. Il faut bien être clair sur un fait que je vais interpréter en termes modernes. Dire que la vitesse est constante signifie que, numériquement, que ce soit la vitesse en tant que déplacement sur le cercle ou la vitesse angulaire, c'est une constante. C'est un nombre constant. Mais, quand on raisonne en termes modernes de vecteurs, vous voyez ici la vitesse au point M et la vitesse au point M', eh bien, les vitesses sont des vecteurs qui sont tangents à la trajectoire, donc ici au cercle. Et vous voyez que ce ne sont pas des vecteurs égaux au sens mathématique du terme, parce que deux vecteurs en mathématiques sont égaux s'ils ont non seulement la même longueur, ce qui est le cas ici, V et V' ont la même longueur, puisque le mouvement est uniforme, mais pour que les vecteurs soient égaux, il faudrait aussi que V et V' soient parallèles et de même sens. Là, ils ne sont pas parallèles. Donc ça veut dire que les deux vecteurs vitesse ne sont pas égaux, ce qui veut dire que bien que la vitesse soit constante, il y a une accélération. L'accélération, alors quand on a un mouvement rectiligne, l'accélération c'est en fait la différence des vitesses entre deux moments donnés, mais ici l'accélération c'est la différence des deux vecteurs vitesse. Alors on va voir dans la suite ceci. En tournant autour de O, le point M, supposons que pour le moment il soit ici, il dévie de sa trajectoire rectiligne. On a vu précédemment avec Galilée que le mouvement naturel d'un objet qui n'est soumis à aucune force, c'est-à-dire à aucune accélération, c'est un mouvement rectiligne. Alors justement ici, il dévie de sa trajectoire rectiligne, qui serait m secondes. S'il n'était pas dévié, il se déplacerait pendant un instant très court, on va considérer, de m à m secondes. Mais ici, il est dévié de sa trajectoire, soit parce qu'il est lié au point O par une corde, dans le cas d'une rotation avec le point M attaché au point O, ou soit par la gravitation, on va dire, dans le cas de la rotation des planètes. Donc, étant donné qu'il dévie de sa trajectoire rectiligne, c'est qu'il est soumis à une variation, enfin, il a une variation de la vitesse qui correspond à une accélération. Donc, cette variation fait que, au lieu d'être en m secondes, il arrive en m'. Et ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la distance, la déviation entre les deux. Cette déviation, qui est due donc à la chute
de m secondes vers O, on peut l'interpréter comme une chute gravitationnelle, et donc S, alors S c'est m secondes m', c'est donc, on l'a vu, 1/2, on l'a vu avec Galilée, de l'accélération multipliée par le temps au carré, le temps mis pour aller de là à là, c'est-à-dire le temps mis en même temps pour aller de là à ici, hein, puisque c'est pendant le déplacement de m à m' que m secondes se dévie sur ce segment-là. Donc on obtient S égale 1/2 de gamma t carré, ce qui fait qu'en multipliant par 2 de chaque côté, on obtient 2S égale gamma t carré, et donc en divisant par t carré, on obtient gamma égale 2S sur t carré. Donc l'accélération entre ces deux positions est donnée par la formule 2S, S étant cette longueur en rouge, divisé par le temps, qu'on suppose très petit. On suppose qu'on observe le phénomène pendant un temps très court. Si la vitesse, alors voilà le raisonnement de Huygens, si la vitesse de m était 2 fois plus petite, supposons, reprenons ce schéma, mais en supposant que la vitesse de m soit 2 fois plus petite, alors ça veut dire que la figure ici, correspondrait à l'instant 2 fois t, puisqu'il faudrait 2 fois plus de temps pour parcourir, la vitesse étant uniforme, 2 fois plus de temps pour parcourir cette trajectoire. Et dans ce cas, on aurait, alors ce que je vais appeler l'accélération centripète, puisqu'elle est dirigée vers le centre, parce que Huygens appelle l'accélération centripète, on aurait une nouvelle accélération qui est donnée par gamma prime égale 2s, puisque, alors je reprends cette formule ici, hein, s serait le même, ici, mais le temps serait multiplié par 2. Donc ici on aurait 2t au carré. Ce qui fait 2t au carré, c'est 2t fois 2t, donc ça donne 4t au carré. Ce qui fait qu'on obtient, puisqu'on a 4 ici au dénominateur et que là on ne l'avait pas, on obtient gamma sur 4. Donc, l'accélération, si la vitesse est 2 fois plus petite, l'accélération centripète a été divisée par 4. Conclusion donc, première conclusion, si la vitesse est divisée par k, par un nombre k, au lieu de 2, je prends un nombre k, l'accélération est divisée par k au carré, c'est-à-dire ici on aurait k, donc là on aurait k au carré. L'accélération, si la vitesse est divisée par k, l'accélération est divisée par k et k au carré, ça veut dire que l'accélération est proportionnelle au carré de la vitesse. Alors ça, c'est un raisonnement de type proportionnalité au sens grec. J'en reparlerai après. Il emploie le vocabulaire grec de la proportionnalité. Donc pour le moment, il a mesuré l'accélération, enfin il a caractérisé l'accélération centripète sur la variation de l'accélération centripète sur ce mouvement circulaire uniforme. Supposons maintenant que n se déplace en même temps que m sur un cercle 2 fois plus petit, c'est-à-dire sur le cercle qui est en bleu, plus généralement k fois plus petit, en prenant un nombre k de manière générale. On aura la vitesse de n qui sera égale à la vitesse de m divisé par 2, puisque pendant le même temps, on voit bien que le point n aura parcouru un arc de cercle qui sera 2 fois plus petit que m. Donc la vitesse est 2 fois plus petite. On voit de même que la déviation Sn, qui est ici, la déviation par rapport à la trajectoire rectiligne, est 2 fois plus petite que la déviation Sm, dont on parlait tout à l'heure. Alors, bien entendu, il s'agit toujours de la situation où le temps pendant lequel on fait la mesure est très petit, est très court, c'est-à-dire que l'angle qui est ici est très petit, donc on considère que ces deux triangles, M, M', M seconde et N, N', M seconde sont des triangles semblables, et on a les côtés qui sont proportionnels. Donc, on en déduit que
l'accélération, gamma n, sera égale à la moitié de l'accélération gamma m par rapport à l'analyse qui a été faite précédemment. Et alors Huygens en déduit que si on suppose maintenant que la vitesse de m est divisée par 2, donc égale à celle de n, son accélération sera divisée par 4, d'après la conclusion 1, ici, donc égale à gamma m sur 4, c'est-à-dire gamma n sur 2. Donc gamma n est le double de gamma m. Si on compare les accélérations, on obtient, avec cette analyse que l'on vient de faire ici, on obtient que gamma n est le double de gamma m. Conclusion, deuxième conclusion, à vitesse égale, donc il s'est ramené donc à la fin de la démonstration au cas où les deux vitesses sont égales, l'accélération est inversement proportionnelle au rayon, puisque le rayon sur lequel se déplace n, c'est la moitié du rayon sur lequel se déplace m, et pourtant l'accélération de gamma n est le double de l'accélération gamma m. Donc ça varie de manière inversement proportionnelle. Donc de ces deux conclusions, de toute cette analyse, il a déduit deux conclusions. Et maintenant, conclusion finale, l'accélération centripète est proportionnelle à v carré sur r, qui est l'objectif qu'il voulait atteindre, qui se déduit donc des deux conclusions précédentes, puisqu'elle est proportionnelle ici au carré de la vitesse, v au carré, et inversement proportionnelle au rayon, donc on a le r au dénominateur. Alors, vous voyez que cette analyse, d'abord, permet de calculer l'accélération centripète. Alors quand on dit proportionnelle, en fait l'accélération centripète est égale à v carré sur r. Après, proportionnelle, ça peut faire référence à une constante par laquelle il faudrait multiplier, mais ça dépend aussi des unités que l'on choisit pour l'expression des différentes quantités qui interviennent dans cette formule. Maintenant, vous voyez que cette analyse de la situation de rotation est un peu compliquée par le fait que Huygens emploie le vocabulaire qui était en cours à cette époque encore et qui est très imprégné du vocabulaire des géomètres grecs. On parle de proportionnalité, c'est-à-dire que on ne peut comparer que des distances avec des distances, des vitesses avec des vitesses, des accélérations avec des accélérations, ce qui rend l'explication difficile à suivre, en tout cas pour nous. Donc je vais vous proposer, dans la prochaine diapositive, mais il faut que j'ouvre cette fenêtre, je vais vous proposer une autre interprétation en termes un peu plus modernes, du point de vue mathématique. Alors comme toujours, le fait de changer l'explication, ça signifie peut-être gagner en compréhension, mais ça demande en compensation des connaissances mathématiques un peu plus évoluées, un peu plus complexes, et ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. En tout cas, donc je répète ici que la méthode de Huygens est décrite dans le langage de l'époque, encore influencée fortement par la théorie grecque des proportions. Donc, voyons comment on peut réécrire cette démonstration. Si on a un objet qui se déplace à une vitesse v et qui est soumis à une force qui lui imprime pendant un intervalle de temps court, que je note dt, une accélération gamma perpendiculaire à son déplacement. Donc, il est soumis à une vitesse v, tout d'abord, dans son mouvement,
de rotation rectiligne dans un premier temps, mais il est dévié par une accélération gamma, qui est en fait l'accélération centripète, perpendiculaire à son déplacement. Alors, la vitesse dans le sens de la déviation, c'est l'accélération, qu'on suppose constante, multipliée par le temps, gamma dt. Donc on obtient ce schéma où on a une vitesse dans ce sens-là, dans cette direction-là, et une autre vitesse, et par composition, vous vous rappelez de ce qu'on a vu avant, aussi bien chez Galilée que tout à l'heure chez Huygens, les schémas de composition des mouvements, on obtient ici la résultante, on va dire, des deux déplacements, qui fait ici un angle alpha, l'angle de déviation. Donc, l'objet sera dévié d'un petit angle alpha, et, petit rappel de trigonométrie, la tangente de l'angle alpha dans ce triangle rectangle est égale, définition de la tangente, côté opposé divisé par côté adjacent, pour cet angle alpha qui est ici. Côté opposé, c'est gamma dt, côté adjacent, c'est v. Donc on obtient tangente alpha égale gamma dt sur v. Ensuite, le déplacement. Alors tout d'abord, sur cette figure, vous voyez que, étant donné que l'angle est petit, en réalité, à l'époque, on pourrait déjà quasiment dire qu'il est infinitésimal, l'angle est petit, cet angle alpha qui est là est le même, l'angle que font les tangentes en M et M', qui sont deux points quasiment confondus. Cet angle alpha des deux tangentes est égal à l'angle alpha des deux rayons. Alors ça vient du fait que les tangentes, cette tangente est perpendiculaire au rayon qui est là, cette tangente est perpendiculaire au rayon qui est là, et ces deux angles ont leurs côtés respectivement perpendiculaires, donc sont égaux. Ce sont des angles aigus, ils sont égaux. Alors, MM', c'est-à-dire l'arc, ici, sur lequel se déplace le point M, peut être considéré comme étant égal à la corde MM', encore une fois, parce que alpha est petit. Donc j'ai mis MM' ici, et ça représente à la fois l'arc et la corde. Et là, d'ailleurs, il faudrait mettre à chaque fois approximativement égal, puisque l'arc MM', ça c'est une formule dans le cercle, est égal au rayon multiplié par l'angle, au rayon ici multiplié par l'angle, formule de mesure des arcs, et donc ici de la corde. Donc j'obtiens alpha, ici en divisant par R de chaque côté, MM' divisé par R égale alpha, alpha égale MM' divisé par R, et donc égal, en reportant ce que j'ai trouvé ici, V, gamma dt sur V. Pardon, excusez-moi. MM' est égal à V dt. MM' c'est l'arc parcouru par le point M. Donc il est égal à la vitesse multipliée par le temps de parcours. On ne reporte pas tout de suite cette formule-là. MM' est égal à la vitesse de parcours multipliée par le temps de parcours. Comme alpha est petit, alors là aussi, autre connaissance de trigonométrie, comme alpha est petit, on considère que tangente alpha est égale à alpha. Alors, ceci, je ne vais pas le démontrer ni même l'expliquer de manière rigoureuse, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'approximation, je le fais de manière visuelle et pas tout à fait correcte, mais enfin, peut-être un peu compréhensible. La tangente de l'angle, ici, c'est côté opposé sur côté adjacent. En réalité, cet angle est petit, et on peut considérer que la tangente de l'angle, c'est donc, côté opposé, c'est à peu près l'arc, donc l'angle alpha, et en supposant que le cercle soit de rayon 1, ce qu'on peut toujours supposer en trigonométrie, si ceci c'est alpha, ceci c'est 1 et ceci c'est aussi 1, ils sont approximativement égaux, donc on peut dire que tangente alpha c'est alpha.
Alors, je ne prétends pas que cette démonstration soit rigoureuse et correcte, mais ça donne une idée de la raison pour laquelle on peut écrire cette égalité. Tangente alpha est approximativement égale à alpha, ce qu'on peut démontrer, bien entendu, rigoureusement. Ce qu'on peut justifier rigoureusement. Et donc, ici, étant donné que tangente alpha est égale à alpha, on obtient que gamma dt sur V est égal à V dt sur R. J'identifie ces deux égalités. Maintenant, il faut transformer cette égalité que je viens de dénoncer, ici. Donc, je peux diviser par dt de chaque côté, ce qui me donne gamma sur V égale V sur R. Et en multipliant par V de chaque côté, ici j'obtiens gamma, puisque le V disparaît. Ici, je multiplie par V, donc ça me donne V au carré sur R. Donc je retrouve la formule, alors de manière, on va dire, un peu plus moderne, une démonstration un peu plus moderne que celle qui était proposée précédemment dans les explications de Huygens. Vous voyez que la façon d'expliquer une propriété, de démontrer ou d'expliquer une propriété, est liée au langage en cours à l'époque où cette explication est faite. Et ça c'est très intéressant d'ailleurs de suivre l'explication qu'on peut donner d'un théorème, d'une propriété, etc. dans l'ensemble de l'histoire des sciences, des mathématiques. Alors, je vais donner une troisième explication avec un vocabulaire encore différent. Donc, je ferme GeoGebra pour le moment. Et je reviens, alors, je ne sais plus où j'en étais ici. Ici. Je vais donner donc une autre explication à partir à nouveau de GeoGebra. Voilà. Du calcul de l'accélération centripète. Alors, cette fois-ci, donc, on va faire un schéma qui, en gros, fait intervenir des vecteurs vitesse. Alors, vous avez donc la situation dans laquelle on a un point P qui se déplace sur un cercle. La partie de droite est simplement un agrandissement de la partie de gauche. Et donc, on va supposer qu'il se déplace de P1 à P2, avec P étant le milieu de cet arc de cercle. Pendant un certain temps, delta t. Alors, encore une fois, delta t est petit, c'est-à-dire qu'en réalité, là, il faudrait supposer qu'on a plutôt ceci, delta t très petit. Mais pour faire la figure, il vaut mieux avoir visuellement quelque chose de plus grand pour delta t. Alors, la situation dans laquelle on est, c'est qu'au point P1, à l'instant t, on va dire, le point P1 correspond à l'instant t, le point P2, on va dire à l'instant t plus dt, ou t plus delta t. Alors, au point P1, la vitesse est V1, c'est un mouvement circulaire uniforme. Au point P2, la vitesse est V2, donc la longueur du vecteur V1 est égale à la longueur du vecteur V2, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les longueurs des vecteurs soient égales ne dit pas que les vecteurs sont égaux. Sinon, il n'y aurait pas d'accélération. L'accélération, c'est la différence entre les deux vecteurs. Donc, l'accélération est elle-même un vecteur, en réalité. C'est la différence V2 moins V1. Alors, je vais faire cette construction qui est courante dans le calcul vectoriel, qui consiste à reporter au point P les vecteurs qui nous intéressent. Alors, je reporte au point P le vecteur V2. Alors, reporter un vecteur, c'est une expression qui n'est pas très correcte du point de vue mathématique, c'est simplement prendre un représentant du vecteur V2, mais d'origine P. Autrement dit, on pourrait le dire en disant que les deux segments qui sont là forment deux côtés d'un parallélogramme, ou plus simplement que ces deux vecteurs ils sont égaux parce qu'ils ont la même longueur, le même sens et la même direction. Comme je veux calculer V2 moins V1, je vais reporter moins V1 ici, au point P. Donc moins V1, c'est simplement le vecteur V1 que j'aurais reporté ici, mais je l'ai pris en sens inverse.
Et maintenant, calculer V2 moins V1, c'est-à-dire le vecteur différence des deux vecteurs vitesse, c'est c'est construire plutôt la diagonale du parallélogramme sur lequel se construit la somme des deux vecteurs V2 pardon, et moins V1, puisque V2 moins V1, c'est V2 plus moins V1. Donc j'obtiens ce vecteur ici que j'appelle delta V, ce vecteur qui est en rouge, qui est donc l'accélération, la différence des deux vitesses en tout cas. L'accélération, c'est la différence des deux vitesses divisée par le temps pendant lequel on mesure cette différence. On va l'écrire après. Alors, ici j'ai reporté la figure d'une autre manière, donc de façon à avoir un triangle dans lequel j'ai... Alors ici, maintenant, ce qui va m'intéresser, ce sont les longueurs. J'ai le vecteur V, la longueur du vecteur V, qui est la même pour V1 et V2, c'est la même longueur. De même ici, le vecteur qui est en bleu, c'est aussi a pour longueur V, et cette longueur-là, c'est delta V. Ici, oui d'ailleurs je l'ai mis ici, c'est un vecteur, vous voyez, tandis qu'ici j'ai pris la longueur du vecteur. Alors, maintenant, si je considère le triangle P1, O, P2, dont le sommet est le centre du cercle, et les deux autres sommets, les deux points P1 et P2, alors c'est un triangle isocèle, dont les côtés mesurent R et R, et dont les deux côtés égaux mesurent R et R. Le troisième côté, que j'appelle delta R, c'est en fait équivalent, on l'a vu tout à l'heure, étant donné qu'on suppose que cet angle alpha est petit, c'est équivalent à la longueur de l'arc parcouru. On suppose que delta R est quasiment confondu avec l'arc. On remarque aussi que cet angle-là est égal à celui-là, c'est-à-dire que, pour la même raison que j'ai déjà citée dans la diapositive précédente, ici, on a des vecteurs, enfin des segments, on va dire, perpendiculaires, ici aussi, et en fait, comme ici, c'est parallèle, ce segment-là est parallèle à celui-là est parallèle à celui-là, donc les côtés de ce triangle, les côtés de cet angle sont perpendiculaires aux côtés, orthogonaux, on dirait plus précisément, aux côtés de cet angle-là. Donc on a le même angle, ici, qui est égal à l'angle au centre, alpha. Maintenant, j'écris que, étant donné que ces deux triangles ont des côtés, ont des angles égaux, puisque cet angle-là est égal à celui-là, et comme il s'agit de triangles isocèles, nécessairement, ces deux angles-là sont égaux et égaux à ces deux-là, puisque la somme des trois angles fait 180 degrés dans chaque triangle. Donc supposons ici que vous ayez un angle de 30 degrés. Pour ces deux triangles-là, pour ces deux angles à la base de ce grand triangle, il reste 180 moins 30, ça fait 150. Donc chaque angle fait 75. De même raisonnement pour celui-là. Donc ces deux triangles sont ce qu'on appelle des triangles semblables. Actuellement, on appelle ça des triangles semblables. En fait, on retrouve à nouveau la théorie des proportions des mathématiques grecques. Ce sont des triangles dont les côtés sont proportionnels parce que leurs angles sont égaux. L'un est un agrandissement de l'autre, ou l'autre une réduction du premier. On en déduit que leurs côtés sont proportionnels. C'est-à-dire que si je divise delta V par V, j'obtiens la même chose que si je divise delta R par R. On peut l'exprimer de tas d'autres façons. On pourrait dire que si je divise delta V par delta R, c'est la même chose que de diviser V par R. Tout ça exprime la proportionnalité des côtés. Dans les mathématiques grecques, on dirait par exemple delta V est à delta R ce que V est à R. Autre façon d'exprimer la proportionnalité. Encore une fois, liée au langage de l'époque. Alors ici, donc, j'ai écrit delta V sur V égale delta R sur R, car les triangles, alors là, il faudrait que ce soit à la suite, il y a le passage de la ligne impromptue, c'est le triangle Q1, P3 et P2
pardon, ou P1 sont semblables. Ensuite, si on suppose que alpha est petit, donc delta R est proche de l'arc P1, P2, je l'ai dit déjà tout à l'heure, donc delta R, c'est la distance parcourue par l'objet en rotation qui se déplace, on va dire, à la vitesse V. Donc delta R, la vitesse V cette fois-ci c'est la mesure de la vitesse, donc la longueur du vecteur vitesse. Delta R est égal à V multiplié par delta T, temps pendant lequel on fait l'observation. Delta R égale V delta T. Donc, j'obtiens ici, en reportant cette égalité dans la première, delta V sur V égale V delta T sur R. Donc, en multipliant par V, de ce côté, ça me donne delta V, et de l'autre côté, ça me donne un V au numérateur, ça me donne V carré delta T sur R, qui ne change pas. Finalement, en divisant par delta T, j'obtiens delta V sur delta T égale V carré, le delta T disparaît de ce côté-ci, puisque j'ai divisé par delta T de l'autre côté, sur R. Et ceci, donc, pour conclure, c'est gamma, c'est-à-dire que si on suppose que l'intervalle de temps devient très petit, delta V sur delta T, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps, donc c'est l'accélération, ici l'accélération centripète, on retrouve V carré sur R, comme dans les deux autres démonstrations. Alors, vous voyez qu'il s'agit là d'une démonstration encore différente des deux premières. Cette notion d'accélération centripète et cette formule, dans le cas du mouvement circulaire uniforme, est un des apports fondamentaux de Huygens à la mécanique et aux mathématiques du XVIIe siècle. Alors, revenons à nouveau au diaporama. Donc, je retrouve ici la page sur laquelle vous avez vu dès le départ qu'il y avait cette image. En fait, le Huygens en déduit de l'existence de la découverte de l'accélération centripète que la Terre devrait avoir une forme non sphérique due à l'action de cette accélération centripète. Alors ceci provenait aussi d'une question qui a été posée par Cassini en 1666, qui avait observé que Jupiter avait une forme aplatie, avec un rayon équatorial supérieur au rayon polaire. Donc on pouvait légitimement se poser la question, ce que fait Robert Hooke en 1675, de savoir quelle est la forme réelle de la Terre. Et Robert Hooke propose un ellipsoïde aplati, la question étant aussi posée à Newton, qui va s'en emparer en 1687. Il va y avoir une controverse entre Huygens et Newton sur le calcul de cet aplatissement. En particulier, Huygens trouve dans son modèle de calcul un aplatissement au pôle qui est de 1 sur 578, donc c'est relativement faible, enfin bon, c'est quand même conséquent. Et Newton, dans son modèle, trouve un aplatissement qui est de 1 sur 230. Alors, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de Newton pour expliquer quels sont les calculs qui aboutissent à ces deux résultats. En tout cas, à la grande joie de Newton, son résultat a été confirmé par des mesures du méridien par triangulation qui ont été faites par une expédition en 1735, 1736, puis en 1744, en Laponie et au Pérou. Alors vous avez ici donc une représentation de ce qu'on appelle le patatoïde de Potsdam. C'est une maquette qui a été faite en 2017, donc récente. Et on a représenté
bien sûr en tenant compte des mesures actuelles et des méthodes de calcul actuelles, on a représenté la forme réelle de la Terre avec une amplification des fluctuations, bien entendu. C'est plus régulier, c'est plus proche d'une sphère que ça. Mais il y a quand même une déformation. Là, les fluctuations du rayon sont amplifiées 15 000 fois, mais on y met de toute façon quand même en évidence cette fluctuation du rayon de la Terre qui était prévue donc par Huygens au XVIIe siècle. Voilà pour la première, l'une des découvertes, on va dire, de Huygens, qui concerne donc l'accélération centripète et ses applications. Alors, une deuxième application, alors, excusez-moi, mais il y a un problème de... Il y a un problème d'écriture ici, vous voyez qu'il y a des trucs qui se sont superposés. Donc, je vais essayer de... voir si je peux l'améliorer. Voilà, oui. En réouvrant la page, je peux l'améliorer. Alors, maintenant, deuxième application sur le pendule. Alors ça va nous faire revenir à Galilée. Le pendule, c'est donc une corde au bout de laquelle se balance, accrochée en un point, au bout de laquelle se balance un poids. Et Galilée avait observé le pendule, des pendules, et fait aussi des expériences, et il avait postulé l'isochronie du pendule, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que la période, en gros le temps que le pendule met pour faire un aller-retour, est indépendante de la masse et de l'angle, à condition que l'angle soit petit, avait remarqué Galilée. Alors, sur ce dessin j'y reviendrai après. Pour le moment, ces deux arcs qui sont là n'ont pas d'importance. Ce qu'il faut voir, c'est le pendule, c'est donc cette corde ici, avec ce poids et ce point qui se balance de cette manière. Cet arc, on verra après que c'est un apport de Huygens. Donc, Galilée postule l'isochronie, l'indépendance donc de la période par rapport à la masse et à l'écart à partir duquel on lance ce pendule. Alors, comment en est-il arrivé à ceci? Alors d'abord par des observations, et aussi en faisant une démonstration en se servant des plans inclinés. Donc je vais reprendre la démonstration de Galilée avec les plans inclinés. Donc en faisant cette démonstration et ces observations avec les plans inclinés, il va démontrer que la période dépend de la longueur du pendule, en particulier de la racine carrée de la longueur. Et il va trouver une formule qui n'est pas exacte, mais enfin cette affirmation que la période est proportionnelle à la racine de la longueur est exacte, mais la formule exacte qu'il va proposer lui est une formule qui n'est pas juste, qui est trop approximative. Donc je vous montre le travail qu'a fait Galilée. Tout d'abord, on revient un peu en arrière. J'en avais parlé un tout petit peu, mais là je vais développer en reprenant, parce que c'est très intéressant, les rapports, l'analogie que fait Galilée entre pendule et plan incliné. Alors tout d'abord, les plans inclinés. Alors je reprends quelques notions précédentes. Galilée avait remarqué qu'un objet qui descend sur un... Alors ceci c'est censé représenter un plan incliné, donc c'est en coupe bien sûr, et un deuxième plan incliné dans l'autre sens. Il avait remarqué qu'un objet qui descend le plan incliné de A jusqu'à C va remonter jusqu'en E. C'est-à-dire que E étant la même hauteur que A. Quelle que soit l'inclinaison, donc ici il faudrait que ça soit plus long, si on voulait la même inclinaison, mais une autre inclinaison, pardon, mais arriver à la même hauteur. Mais si on prend plusieurs inclinaisons, à chaque fois ça va se passer de la même façon, quelle que soit l'inclinaison des deux plans inclinés. Si A est à la même hauteur que E, eh bien le mobile va descendre de A à C, et avec la vitesse acquise en C, on suppose qu'on le lâche avec une vitesse nulle, avec la vitesse acquise en C, il va remonter jusqu'à E, puis après il va redescendre et remonter. Alors bien sûr, avec toutes les précautions que l'on peut prendre, comme on l'a dit précédemment, c'est-à-dire que Galilée ne peut arriver à ces résultats de manière exacte que s'il suppose que
il n'y a pas de frottement. Alors, il en déduit l'hypothèse selon laquelle un objet descendant de A à C sur le plan incliné aura acquis en C la même vitesse que s'il était tombé en chute libre de A à B. Autrement dit, si un objet met, par exemple, si un objet tombe de A à B, en arrivant en B, il a une certaine vitesse, eh bien, s'il descend de A à C, en arrivant à C, il aura la même vitesse que lorsqu'il est arrivé en B tout à l'heure. Alors, ceci va avoir des conséquences importantes ensuite pour le pendule. Donc, notons V, la vitesse qui est atteinte à la fin du mouvement, donc dans les deux cas, que ce soit ici ou là. Pour le moment, on ne s'occupe plus de la partie, on va plus s'occuper de la partie droite. Hein. Donc, on ne regarde que ce triangle-là. Donc, la vitesse qu'il a obtenue en tombant, quand il est arrivé en B, on la note V, c'est donc aussi la vitesse qu'il aurait obtenue en descendant, en arrivant en C. D'après le théorème de la vitesse moyenne, alors si vous vous souvenez, c'est un théorème que Galilée a énoncé, dont j'ai parlé dans les dernières vidéos, la distance AB, on peut la calculer en supposant que c'est comme si le corps était tombé à une vitesse moyenne égale à V sur 2, à la moyenne des vitesses au début et à la fin. Donc comme la moyenne au début c'est 0, à la fin c'est V, donc ça fait V sur 2, multiplié par le temps qu'il met pour aller de A à B, que je note TAB. Ce n'est pas une multiplication, hein, c'est T, le temps pendant le temps de parcours de la distance AB. Alors, vous vous souvenez de ceci, enfin j'espère, sinon il faut regarder les vidéos précédentes. Donc, on suppose, c'est équivalent à dire qu'il serait descendu avec un mouvement uniforme de vitesse V sur 2. De même, AC égale V sur 2, puisqu'il a la même vitesse ici, multiplié par le temps de parcours de AC. Donc, si je divise AB par AC, les V sur 2 disparaissent, il obtient T de AB sur T de AC. Autrement dit, les durées de chute sont proportionnelles aux distances. Les durées de chute selon AB ou selon AC sont proportionnelles aux distances. Si on note maintenant gamma, l'accélération. Alors l'accélération, je la note par lettre gamma, ça sera gamma AB et gamma AC selon que l'on est dans un cas ou dans l'autre. Alors, la vitesse, c'est l'accélération multipliée par le temps, donc gamma AB multiplié par TAB, mais c'est aussi gamma AC multiplié par TAC. Donc, AB sur AC égale, l'accélération est supposée constante, hein, même si elle n'est pas la même dans les deux cas, mais elle est constante dans chacun des cas. Donc, le quotient AB sur AC que j'avais calculé au-dessus est égal à T de AB sur T de AC, est égal, d'après cette formule, à gamma de AC sur gamma de AB. Alors pourquoi? Comment expliquer ici l'inversion? Eh bien parce que gamma de AB fois T de AB égale gamma de AC fois T de AC, c'est les produits en croix ici, puisque quand on a une proportionnalité de cette manière, une égalité de deux quotients, eh bien les produits en croix sont égaux. Le produit du numérateur de cette fraction par le dénominateur de cette fraction est égal à celui-là, le produit du numérateur de cette fraction par ce dénominateur. Et donc, écrire cette égalité équivaut à écrire cette égalité-là. Donc on voit que de AB sur AC ou de TAB sur T de AC, on est passé à gamma de AC sur gamma de AB, c'est-à-dire l'inverse. Donc les accélérations sont inversement proportionnelles aux durées de chute et aux distances parcourues aussi. Alors ça, ce sont des résultats qui étaient développés par Galilée. Alors, j'ai renoté ici la dernière égalité, gamma de AB, T de AB pardon, sur T de AC égale gamma de AC sur gamma de AB, et ceci, c'est le sinus de l'angle alpha. Si je considère l'angle CBA, le sinus d'un angle, le sinus au sens trigonométrique d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse, donc c'est AB sur AC, qui est ici. AB sur AC. On remarquerait ici que quand je dessine l'angle, quand je dessine la hauteur du triangle, je retrouve cet angle alpha, pour la même raison que tout à l'heure d'ailleurs, puisque j'ai
cet angle-là et cet angle-là, pardon, ce côté-là et ce côté-là pour cet angle alpha, pour cet angle-là, sont perpendiculaires aux deux côtés de cet angle-là. Ici, on a un angle droit, je ne l'ai pas noté, et ici, on a un angle droit. Donc, ces deux angles sont égaux. Ce qui fait que l'angle alpha, on le retrouve dans ce petit triangle, ce qui va servir dans la suite. Galilée en déduit par exemple qu'un corps qui tombe de A à B mettra le même temps pour tomber de A à B que le corps qui descend de A jusqu'à M. C'est-à-dire qu'en appliquant cette formule, cette fois-ci dans ce triangle-là, il en déduit que si le corps tombe ici, eh bien le temps qu'il va mettre pour descendre, quand il sera en bas, le même corps, ou un corps un corps qui tomberait sur ce plan incliné, serait arrivé au point M. Et en inversant la figure, on pourrait dire aussi que le temps de parcours de B à A, dans l'autre sens, supposons que vous inversez la figure, ça tourne dans l'autre sens, ça serait le même temps de parcours que de B à M. Donc, comme le temps de parcours de A à B dans une chute libre est le même que de B à A, on peut dire qu'un objet qui se déplace, indépendamment de l'orientation de la figure, s'il tombe de A à B, ou de B à A, ou de A à M, ou de B à M, il fait tous ces parcours, ces quatre parcours, pendant le même temps. Ceci va avoir de l'importance pour le pendule. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête pour comprendre la suite. Alors, je vais ouvrir l'autre page. Enfin, je crois qu'il faut que je passe à l'autre page. Oui. Donc, maintenant, passons... Là, ce qui précède, c'était une étude du plan incliné. Passons maintenant à l'analogie entre le plan incliné et le pendule, toujours selon Galilée. On reviendra à Huygens après. Donc, quelle que soit la position de M sur le cercle, donc on a AB, ici, qui est vertical, avec son milieu O, oméga, pardon, et si je déplace M sur le cercle, on obtient ces figures-là avec toujours un angle droit. Ça, c'est une propriété qui est aussi dans les éléments d'Euclide. Si on prend un point M sur un cercle, ou sur un demi-cercle, et qu'on le joint aux extrémités d'un diamètre, on obtient toujours un triangle rectangle. Quelle que soit la position de M sur le cercle, le temps mis pour le mobile, toujours dans la même analogie, dans la même explication que tout à l'heure, roulant de A à M, serait égal au temps mis pour le mobile pour rouler de M à B. En fait, s'il roulait comme ça ou comme ça serait la même chose d'après l'explication précédente. Ou au temps mis par ce mobile pour tomber de A à B. Et maintenant, ce que va faire Galilée, c'est de dire, mais finalement, cette figure, alors attendez, je passe à la suivante, oui, parce que c'est mieux que j'ai ce segment-là. Si je suppose, alors je vais mettre le point M un peu plus bas, parce qu'il faut considérer, si je suppose que j'ai un pendule de centre oméga, avec une corde, ici, oméga M, qui va donc osciller, en s'éloignant pas trop du point B. Donc, je vais assimiler le mouvement du pendule sur l'arc MB à un mouvement de descente sur la corde MB. Donc, je fais comme si, enfin, Galilée en tout cas fait comme si l'angle est petit, si l'angle ici est petit, fait comme si descendre sur le plan incliné MB, c'était le même mouvement que se déplacer sur MB pour un pendule de centre oméga, qui a une distance L, la corde a pour longueur L. D'après la loi de la chute libre, alors on a vu aussi que ce temps de descente de M à B était le même que le temps de descente de A à B en chute libre. Et le temps de descente de A, la distance de A à B, c'est 2L, puisque L c'est le rayon. Donc, 2L, c'est-à-dire AB, d'après la loi de la chute libre,
AB est proportionnel au carré du temps. La formule ici, 2L égale 1/2 de GT carré. T étant le temps pour passer de A à B, c'est-à-dire, dans l'optique dans le point de vue de Galilée, le temps que met le pendule pour aller de M à B, puisque c'est le même que dans la chute libre. Donc 2L est égal à 1/2 de GT carré. Alors, Galilée lui-même ne fait pas les calculs exactement, il dit 2L est proportionnel au carré du temps de chute libre. Je ne fais pas le calcul parce que déjà la notion de constante de gravitation ici, qui est le G dans la formule, n'est pas bien claire à cette époque-là. Il va falloir attendre Newton pour avoir cette formule exactement écrite comme ça. Mais disons que l'important c'est que 2L, ceci c'est une constante, 1/2 de G, 2L est proportionnel au carré du temps. Donc, j'en déduis que 2L, c'est pour aller de là jusque là, donc c'est la demi-période, en admettant que M, ça soit le point, la position extrême du point dans l'oscillation. Donc, la demi-période du pendule, c'est-à-dire le temps de déplacement de M à B, la demi-période, serait qui est approximativement égale à T, et proportionnelle à la racine de L. Il suffit de prendre ici, pour avoir T, on prend la racine, donc il faut prendre la racine de l'autre côté. Alors j'ai écrit les calculs exacts, T carré, enfin les calculs en prenant cette formule, T carré ici, c'est, alors je multiplie par 2 de chaque côté, 4L égale GT carré. En multipliant par 2, le 1,5 disparaît. 4L égale GT carré, donc en divisant par G, ici il reste T carré, et là j'avais 4L divisé par G. Donc T carré égale 4L sur G. Donc T égale racine de 4L sur G. Et si je sors ce qu'il y a sur la racine, 4, la racine de 4, ça donne 2. Et racine de G, racine de L. Alors, cette formule n'est pas correcte. Alors d'abord, Galilée le dit bien que ça dépend de l'angle. Il faut que l'angle soit petit, l'angle qui donne la position extrême du point M soit petit, l'angle à partir duquel on lâche le poids soit petit. Donc cette formule n'est pas correcte à cause des approximations. On va voir après comment on peut l'améliorer, comment Huygens va l'améliorer. Donc il obtient 2 racines de L sur G pour T, et c'est pas tout à fait fini, parce que maintenant ce qu'il veut c'est la période, et la période c'est 2 fois T, puisque j'ai appelé T le temps qu'il met pour aller de M à B. Donc la période T est aussi proportionnelle à racine de L, parce que c'est le double de ça, et ça donne en fait grand T égale 2 petit t égale 4 sur racine de G, racine de L. Alors, en réalité, la formule qui va être démontrée par Huygens, mais qui aussi est approximative et qui ne marche que pour les petits angles, c'est T égale 2pi racine de L sur G. Donc le 4 devrait être remplacé par 2pi. Ce qui est important, même si cette formule n'est pas correcte, ce qui est important, c'est que le raisonnement permet quand même de démontrer que la période dépend de la racine de la longueur, est proportionnelle à la racine de la longueur du pendule. Alors, je ferme ceci. Huygens va s'attaquer au problème après Galilée, donc. Et il va démontrer la formule que l'on utilise actuellement, c'est-à-dire T égale 2pi racine de L sur G. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 de tout à l'heure, on a 2pi ici devant la racine carrée. G est en l'intensité de la pesanteur. Alors je vais donner l'explication de Huygens qui justement va se servir, enfin une des explications proposées par Huygens à vrai dire, et il va se servir de la force de l'accélération centripète. Donc on commence par ça. Alors Huygens, c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement inventif au niveau des instruments, par exemple, mais qui est aussi très habile dans la manipulation des concepts et des outils mathématiques.
Alors la démonstration que je vais donner là, qui est celle de Huygens, elle est un peu complexe, on va dire. En tout cas, elle est un peu... elle demande d'avoir... peut-être j'aurais mieux fait de la faire après Newton d'ailleurs, mais elle demande de faire le lien un petit peu avec ce que va démontrer Newton en même temps que Huygens fait ce travail. Alors, l'apport de Huygens, ça va être de considérer non pas un pendule au sens de Galilée, c'est-à-dire un pendule qui oscillerait dans le plan, on voit ici SOI, mais un pendule conique, c'est-à-dire un pendule qui tournerait ici, en étant suspendu en S, et qui tournerait sur ceci qui est supposé être un cercle. C'est une ellipse parce que c'est fait en perspective, mais c'est supposé être un cercle. Donc la figure formée par ce cercle, et S ici, ça donne un cône, en fait, on appelle ça un pendule conique. Et l'idée de Huygens, c'est de dire que si je regarde en projection, eh bien, c'est comme si le pendule oscillait quand même sur cette... par en dessous, on va dire comme ça. Mais enfin, je peux calculer la période en calculant le temps qu'il met pour aller de I jusqu'à I', ici de l'autre côté. En supposant que le pendule, le poids ici, tourne sur ce cercle. Alors là aussi, il utilise des notions sur lesquelles je ne vais pas insister parce qu'elles sont assez complexes. On va supposer que cette analogie est correcte, on va dire, comme il le fait. On ne va pas tout justifier. C'est l'idée de la démonstration qui est intéressante. Alors, étant donné que ce point I, le poids, donc tourne sur le cercle, on a une accélération centripète. Et l'accélération centripète sur le cercle, c'est gamma égale V carré sur R, ce qu'on a vu tout à l'heure, où V est la vitesse. Et, alors là, on utilise déjà quelque chose qui est plus proche de Newton que de Galilée. Cette accélération centripète est due à une force qui est donnée par la formule. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc j'anticipe un petit peu sur les travaux de Newton. Donc ça donne la force, ici, est égale à mv carré sur R. V carré sur R étant ici. Alors si vous regardez le dessin, vous voyez que sur ce dessin, alors ça c'est la force centripète. Si vous regardez ce dessin, vous voyez que sur ce dessin, il y a trois forces qui sont indiquées. La force de tension de la corde, la force due au poids de l'objet qui tourne, et cette force qui sert en fait, qui est égale à, enfin qui est opposée, mais de même longueur, de même intensité que celle-ci. Et ici, on a une construction qui est encore une fois la composition des forces, qui fait que la tension est la diagonale du rectangle formé par cette force-là et celle-ci, qui est égale en longueur au poids. Alors, la tension du fil, alors il va y avoir pas mal de trigonométrie. La tension du fil, ici, multipliée par le cosinus de l'angle θ, alors θ est ici, mais c'est aussi ici, puisque ces deux segments-là sont parallèles, théorème dû à Euclide. On a deux droites parallèles coupées par une droite sécante. Ces angles ici, les angles correspondants, sont égaux. Donc, si je multiplie t par le cosinus de θ, j'obtiens cette longueur-là, c'est-à-dire mg. Alors, je réexplique autrement. Le cosinus de cet angle-là, c'est côté adjacent, c'est-à-dire ceci qui est égal à mg, divisé par l'hypoténuse égale à t. Cosinus θ égale mg divisé par t. Donc t cosinus θ égale mg. Alors là, effectivement, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de manipuler les formules mathématiques, ça va être un petit peu difficile. Mais en tout cas, pour le moment, ce qui est important, c'est de comprendre que ce raisonnement, qui est basé sur une extension de la notion de pendule, va aboutir à une démonstration exacte de l'isochronie, tout en mettant en évidence que cette démonstration
montre que ce résultat est faux si l'angle est trop grand. Donc c'est un résultat important quand même. Alors, donc maintenant, la force F, qui est ici, est égale à T multiplié par sinus θ. Alors le sinus de θ, c'est encore cet angle-là. θ, son sinus, c'est côté opposé, c'est-à-dire F, divisé par hypoténuse est égal à T. Donc sinus θ égale F divisé par T. Donc on obtient F égale T sinus θ. Alors là, il y a un petit truc qui n'est pas difficile à comprendre, mais auquel il faut penser. On remplace T sinus θ par T sinus θ fois cosinus θ sur cosinus θ. Alors je disais que Huygens, c'est quelqu'un qui manipule très bien les outils mathématiques, parce que cosinus θ sur cosinus θ, ça fait 1. Donc ça ne change rien de multiplier par 1. Mais du coup, on fait apparaître la tangente de θ, parce que la tangente d'un angle, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc on obtient T, cosinus θ qui est resté là-haut, et sinus θ sur cosinus θ qui donne tangente θ. Mais maintenant, T cosinus θ, c'est mg, d'après ce qui est au-dessus, donc ça donne mg tangente θ. Ce qui donne, en utilisant le premier résultat qui est là-haut, on a obtenu f ici égale mg tangente θ, on avait f égale mv2 sur r, donc mv carré sur r égale mg tangente θ. On identifie les deux résultats. Ce qui donne, alors là aussi, petit calcul, je veux isoler v, donc je mets v carré, je veux avoir v carré ici, donc je multiplie d'abord par r. Ça donne, alors d'abord je divise par m de chaque côté. Les m disparaissent. Ça simplifie les choses. Et maintenant, j'ai v carré sur r égale g tangente θ. Donc en multipliant par r de chaque côté, j'obtiens v carré égale r tangente θ. V carré égale rg, pardon, tangente θ. Et comme c'est v carré, je prends la racine, c'est racine de rg tangente θ. Ça me donne une expression de la vitesse. Mais r, alors r c'est le rayon, hein, bien sûr. R c'est L sinus θ. Pourquoi ? Alors, même chose que tout à l'heure, le sinus de θ, maintenant, dans ce triangle-là, le triangle SOI. Le sinus de θ, c'est côté opposé sur hypoténuse. Donc, côté opposé, c'est OI, c'est-à-dire R, et l'hypoténuse, c'est L. Donc, sinus θ égale R sur L, donc, toujours le même type de raisonnement, R égale L sinus θ. Donc, V égale racine de, je remplace ici par... Je remplace ici donc R par L sinus θ dans cette formule et j'obtiens V égale racine de LG sinus θ tangente θ. La période, maintenant, alors la période, c'est pour ce pendule, c'est le temps qu'il met pour faire le tour. Donc c'est la distance parcourue divisée par la vitesse. La vitesse étant supposée constante. Donc le temps, la période, pardon, c'est le périmètre du cercle, 2πr, 2π fois le rayon, divisé par la vitesse. Alors on remplace à nouveau par ce qu'on a trouvé avant. Alors 2πr, ça donne 2π, et r, on l'avait calculé, c'était L sinus θ. Donc 2π L sinus θ, sur V. Alors, ce ne sont que des transformations algébriques, on dirait, hein. Ça donne 2πL sinus θ sur racine. Alors je décompose ici la racine en deux. Ça donne racine de LG sinus θ multiplié par racine de tangente θ. Et j'ai dit tout à l'heure que tangente θ c'était sinus θ sur cosinus θ. Donc racine de sinus θ sur cosinus θ. Alors là, je n'ai pas tout écrit les calculs, je vous conseille d'essayer de les faire si vous êtes intéressé. En fait, le racine de sinus θ qui est en haut, il va se multiplier avec le racine de sinus θ qui est ici, ce qui va donner sinus θ, et se simplifier avec le sinus θ qui est là, donc il ne va plus y avoir de sinus θ. Et ici, il va rester racine de cosinus θ, qui donc va monter au numérateur, et il va rester ceci, 2π racine de L cosinus θ sur G. Comme on suppose que θ est petit, le cosinus, c'est approximativement 1.
Cosinus de 0, c'est 1. Donc, la formule exacte, on va dire, c'est ceci. Et on peut supposer que, pour l'approximation des angles petits, on obtient t égale 2pi racine de L sur G. Donc, je ferme GeoGebra. Donc, finalement, ce que montre Huygens, c'est d'abord la formule dans le cas des petites oscillations, qu'on utilise encore maintenant, t égale 2pi racine de L sur G. Mais en même temps, à cause du cosinus que l'on a vu tout à l'heure, il met bien en évidence que ce n'est pas tout à fait vrai, et que donc le pendule n'est pas vraiment isochrone. C'est-à-dire que l'hypothèse de Galilée est fausse. Donc, son problème va être, lorsqu'il va vouloir construire des horloges à pendule, c'est de rectifier le fonctionnement du pendule pour résoudre le problème de la non-isochronie. Et ceci, il va y arriver avec une méthode mathématique que je ne vais pas décrire maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en tout cas, cette méthode va consister, et c'est là qu'on revient au dessin qui est ici, elle va consister à ajouter au pendule, ici, deux courbes, on va dire, sur lesquelles le pendule vient s'enrouler, ce qui fait que ça va diminuer sa longueur. Et la question qui va se poser, c'est que qu'est-ce qu'il faut choisir comme courbe pour construire ce qu'on appelle des joues, ces joues-là, qui vont permettre d'obtenir, lorsque le pendule s'enroule, un mouvement isochrone. Alors, la découverte des propriétés de ces joues, c'est une des grandes découvertes de Huygens, mais dont je parlerai plus tard, parce que, d'abord, elle fait intervenir des notions mathématiques un peu plus complexes, et surtout, elle est la préfiguration de ce qui va se passer dans le développement du calcul infinitésimal au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la question que va devoir résoudre Huygens, c'est la forme de ces courbes, j'anticipe donc ici un petit peu, la forme de ces courbes doit être telle que le mouvement devienne isochrone. Pour ça, il faut trouver, ça revient à trouver, une courbe sur laquelle le mouvement en chute libre, le mouvement de descente, pardon, un peu comme un plan incliné, donc si on suppose qu'on a une bille qui descend, il faut que ce mouvement soit isochrone, et ce qu'on appelle aussi brachistochrone. Alors cette courbe, on va l'appeler la courbe brachistochrone, c'est-à-dire que le temps de descente de la bille ne dépend que de la hauteur entre les deux points de départ et d'arrivée. Alors, cette courbe brachistochrone va jouer un grand rôle dans le passage du XVIIe au XVIIIe siècle. Les frères Bernoulli, qui sont des mathématiciens qui apparaissent à cette époque-là et qui vont être très importants, j'en parlerai en détail, entre la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, vont poser aussi cette question de la courbe brachistochrone. Et cette courbe, Huygens va démontrer que c'est elle qui répond à son problème d'isochronie. C'est d'autant plus important et remarquable que cette courbe est en fait aussi ce qu'on appelle une cycloïde. C'est-à-dire que c'est la courbe parcourue par un point. Si vous dessinez un point, vous mettez une petite croix rouge sur votre roue de vélo, et en roulant, vous suivez le mouvement de cette courbe, de ce point, pardon. Ce point va suivre une courbe qu'on appelle une cycloïde, et la courbe que cherche Huygens, c'est cette cycloïde qui va être une solution possible. Cette cycloïde étant d'ailleurs une courbe qui est connue depuis les Grecs, puisque ça fait partie des courbes qui étaient utilisées par Ptolémée pour représenter la rétrogradation de Mars avec les épicycloïdes. Vous voyez que là, on a à ce moment-là une jonction
entre un certain nombre de problèmes qui ont été très importants dans l'histoire des mathématiques. Et la découverte de cette courbe va être le germe d'un nouveau développement de ce qu'on appelle le calcul différentiel, le calcul infinitésimal. Et ce nouveau développement, qu'on va appeler le calcul des variations, va être en fait, à partir de cette courbe, l'œuvre de Euler et Lagrange au XVIIIe siècle. Alors, ceci pour anticiper un peu de la suite de ces vidéos. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme application, par exemple? Il y a une application que va mettre en œuvre Huygens, c'est de calculer la valeur de G, c'est-à-dire la valeur de la constante de gravitation, de la pesanteur, en fait, en différents points de la Terre. Puisque si vous mesurez avec précision, avec un pendule de longueur L fixé, vous prenez 1 mètre, par exemple. Enfin, il faut prendre plus grand si on veut quelque chose de précis. Mais vous prenez par exemple un pendule de 1 mètre, vous mesurez sa période en étant chez vous, vous en déduisez G. Et on s'aperçoit que si on fait ça ailleurs, par exemple à l'équateur, on n'obtient pas la même valeur de G. Donc, ça permet de calculer la valeur de G en un lieu donné sur la Terre. Et ça a été fait, bien sûr, à cette époque. Alors, je termine ici en disant que les travaux de Huygens étaient motivés par ses recherches sur la construction d'une horloge, c'est-à-dire d'un instrument. On a vu que c'était un instrument utile dans les expériences scientifiques, en particulier chez Galilée, qui n'en disposait pas. Et donc, sa construction d'une horloge à balancier, qui permet de mesurer le temps avec précision, et l'une des applications importantes sera la détermination des longitudes pour la navigation. Parce qu'on savait, à cette époque-là, mesurer la latitude d'un point sur la Terre, mais pour la longitude, il faut une horloge pour calculer. Bon, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, ce qui va se passer, je dis quand même quelques mots pour introduire la suite. Ce qui va se passer ensuite, nous allons, même s'il y a des tas d'autres choses, et beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire dans cette période du XVIIe siècle, et on va donc maintenant entamer ce que je cherche à faire depuis pas mal de temps, c'est-à-dire Newton. Alors Newton, pour faire la transition, il travaille indépendamment, puisqu'il est un peu isolé en Angleterre. Il travaille indépendamment de tous ces gens-là, de Huygens en particulier, pendant un certain temps en tout cas, et il va il va parvenir en fait à créer des fondements pour la mécanique, mais pour cela, il va devoir identifier un certain nombre de choses qui ne sont pas claires dans les explications de tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre cause du mouvement, force, vitesse, accélération. Et surtout, si on peut insister sur un point important, très important de Newton, c'est qu'il va faire la synthèse des travaux de Galilée et Huygens, par exemple, sur les mouvements sur Terre, avec les travaux de Kepler sur les mouvements dans le ciel. Et ça va être vraiment son résultat fondamental. Son livre, donc, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui va paraître en 1687, va dépasser en retentissement, on va dire, les discours de Galilée, les travaux de Huygens, etc. Et c'est une synthèse vraiment monumentale qui fait qu'on considère quelquefois que c'est le fondateur de la physique moderne. Bon, tout ce que j'ai dit avant montre qu'il s'appuie quand même sur des travaux qui proviennent de l'Antiquité et qui ont été repris, amplifiés, développés par les gens du début, depuis Descartes, depuis Copernic, Kepler, etc., Galilée, Huygens. Donc il n'invente pas tout à partir de zéro, mais c'est quand même quelqu'un qui va avoir un esprit de synthèse immense, qui va permettre de révolutionner la compréhension que l'on a de la mécanique en unifiant tout ce qui a été dit avant lui. Voilà, je vous remercie donc pour votre attention et j'espère donc vous retrouver
pour la prochaine vidéo.